Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vous présente le top 3 des nouveautés audibles pour cette fin d'année. Ça reste un choix personnel bien évidemment. Le but de cette vidéo c'est d'inciter les gens à se remettre à la lecture, vu la quantité d'infos et de vocabulaire enrichissant que contiennent les livres, que ça soit audible ou inaudible. Vous trouverez tous les liens dans la description, et si vous voulez un format particulier n'hésitez pas à le demander en commentaire. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, et abonnez-vous, c'est gratuit. Je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage à tous. Elle m'interdit les enjambées caractérisant ma démarche. Accompagnée de Marie, je remonte la rue. Ma tête s'incline vers l'arrière, elle ploie sous mon rire. Mon bonheur est si grand qu'il empêche mon corps de se tenir droit. Je n'arrive pas à me souvenir pourquoi nous nous amusons autant, mais les 2 verres de vodka que nous avons pris avant de partir en sont sûrement les instigateurs. Au loin, tous m'attendent. Ils me font des signes. Bras tendus, ils me hèlent, me sifflent, m'interpellent. Je suis leur petite sœur, leur fille, leur amie. Ils sont les miens. Les effusions, les embrassades, les cadeaux font de moi le centre de leur attention. Comme prévu, trop fume pour que l'apéritif se passe ailleurs qu'en terrasse, mais la journée est si belle. La première rafale n'effraie personne. Elle impose le silence. Nous comprenons sans un mot que la situation vient de changer. Une fraction de seconde. Un battement de cœur. Un rire. Rien. Le temps se fige et tout bascule. Dans un râle, quelqu'un annonce qu'il faut se jeter à terre, se faire petit, disparaître. Les bruits des balles. Les corps qui tombent enchevêtrés les uns sur les autres. La lueur pâle des réverbères éclaire la scène, à la fois rapide et si lente qu'elle semble irréelle. Les décharges claquent et assourdissent avant le silence. Massif. Imposant. Omniprésent. Puis, le chaos. Les cris, les pleurs. Les pas précipités des victimes apeurées qui résonnent sur le pavé. L'odeur de poudre mélangée à celle des chairs écœure et enivre en même temps. Le goût de la terreur. Les bouches béantes d'où plus aucun hurlement d'horreur ne sortira. Jamais. Les yeux. Pour certains déjà clos à la suite du passage de la grande faucheuse, et pour d'autres encore ouverts, se raccrochant en vain à la vie, à l'espoir. Cette totale impossibilité de déglutir et ce goût de bile qui envahit ma gorge me paralyse. Mon souffle court est presque inaudible. Accroupie sous la table du restaurant, je regarde mes mains. Elles sont baignées de sang. Je ne cesse de me questionner. À qui appartient-il ? Je me fiche sur l'image de mes doigts. Longs et fins, ils dégoulinent de liquide vermillon. Je n'ai pas mal. Pourquoi suis-je immobile ? Tout est flou. Pourquoi ne puis-je leur porter secours ? Pourquoi nous ? De cette belle journée, il ne reste que mes paumes dansantes, puis le néant. Sydney, le plus beau voyage, c'est celui qu'on n'a pas encore fait. Loïc Perron. Caroline. Chapitre 1. Fichu barbu. Paris, de nos jours. Debout, droite comme un i, j'attends la réprimande qui ne va pas tarder. Depuis le bureau de mon patron, j'ai une vue magnifique sur Notre-Dame. Il fait beau sur Paris, plus calme en ce mois de juin. Pourtant, je ne me promène pas, ne me balade pas, ne prends pas mon temps. Je dois toujours vivre à 1000 à l'heure. N'arrivant pas à me réapproprier cette ville devenue une étrangère un soir de novembre, je la parcours, indifférente. Cependant, il y a des rues où je traîne. Un restaurant que je hante, désirant y retrouver ceux que j'ai perdus. Des larmes que je ne veux plus laisser couler. Pour beaucoup, je suis un soleil, une lumière, un espoir que les miracles existent. En réalité, je suis une coquille vide, un être sans âme, une ombre. Machinalement, je caresse mon épaule gauche. La balle a frôlé si près le cœur qu'elle a imprimé une marque dans le muscle. Indélébile. Elle témoigne que je suis passée entre la vie et la mort. Comme un tatouage, elle grave mon histoire dans mes chairs.
Le projectile a dessiné sur mon péricarde une brûlure en forme d'étoile qui a intrigué plus d'un cardiologue. Être l'élève de Léon Pradel m'a sauvée. Connaître l'un des plus grands chirurgiens cardiaques de la planète a son avantage en période de chaos. Sortir avec son fils, même en ayant refusé de l'épouser, vous place de facto dans les membres de sa famille. Sans lui, sans son génie médical, sans ses mains infaillibles, serais-je toujours en vie? Mademoiselle Duhamel, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de vous? Je ne sais pas, monsieur. Lui soufflai-je dans un sursaut. Ôtez ce sourire insolent de votre visage. Le pire est que j'ai de l'affection pour vous. Et les gens disaient en plaisantant qu'il était plus dangereux de conduire une Austin dans Piccadilly la nuit que de franchir la ligne Siegfried avec un tank. Puis vint le printemps, et il fut resplendissant. Les barrages de ballons flottaient paresseusement dans le ciel bleu, et les soldats en permission flirtaient dans les rues de Londres avec des filles aux bras nus. Bref, la ville ne ressemble guère à la capitale d'un pays en guerre. On en aperçoit certes des traces, et Henry Faber, roulant en bicyclette de la gare de Waterloo à Highgate, ne manque pas de les remarquer. Les remparts de sacs de sable devant les principaux bâtiments publics, les tunnels métalliques des abris Anderson dans les jardinets de banlieue, les affiches de propagande en faveur de l'évacuation, et celles indiquant les précautions à prendre en cas d'alerte aérienne. Faber note ce genre de choses. Il est bien plus observateur que la moyenne des employés de chemin de fer. Il voit une foule de gosses dans les jardins publics, et il en conclut que l'évacuation n'a eu aucun succès. Il remarque le nombre de voitures dans les rues, malgré le rationnement de l'essence, et il peut lire comme tout le monde que les fabricants d'automobiles annoncent de nouveaux modèles. Il comprend la signification des équipes de travailleurs de nuit qui se pressent dans les usines, alors qu'il y a quelques mois seulement, il y avait à peine assez de travail pour les équipes de jour. Et surtout, il enregistre le mouvement des troupes sur le réseau ferroviaire britannique. Tous les documents passent par son bureau. Et l'on peut apprendre énormément en examinant ces papiers-là. Aujourd'hui encore, par exemple, il a estampillé une pile de formulaires qui l'ont amené à conclure que l'on rassemblait un nouveau corps expéditionnaire. Il est à peu près convaincu qu'il se montera à un total de 100 000 hommes et qu'il est destiné à la Finlande. Les faits ne manquent certes pas, mais on les traite à la blague. Les commentateurs de la radio critiquent la paperasserie des règlements du temps de guerre. On chante en chœur dans les abris anti-aériens et les femmes chics portent leurs masques à gaz dans des sacs coupés par les grands couturiers. Les gens parlent de la guerre de l'ennui. La guerre semble à la fois capitale et insignifiante. On dirait un peu une représentation cinématographique. Toutes les alertes aériennes, sans exception, sont fausses. Faber a là-dessus un autre point de vue. Mais il faut dire qu'il n'est pas non plus un homme comme les autres. Il engage sa bicyclette dans Arkway Road et se courbe légèrement pour attaquer la pente. Ses longues jambes montent et descendent sans plus d'effort visible que les pistons d'une locomotive. Il est remarquablement en forme pour son âge. 39 ans, encore qu'il mente lorsqu'il en parle. Il ment la plupart du temps, c'est plus sûr. En arrivant à Highgate, Faber commence à transpirer. L'immeuble qu'il habite est l'un des plus hauts perchés de Londres, c'est pourquoi il l'a choisi. C'est une maison de briques de style victorien, la dernière d'une rangée de 6. Toutes sont petites, étroites et sombres, comme l'esprit des hommes pour qui elles avaient été construites. Elles ont chacune 3 étages sur sous-sol avec une entrée de service. Au XIXe siècle, les Anglais de classe moyenne tenaient beaucoup à cette entrée de service, même s'ils n'avaient personne pour les servir. Faber n'est guère indulgent pour les Anglais. Le numéro 6 était la propriété de Monsieur Harold Garden, des thés et cafés Garden, une petite société qui a sombré dans la tempête de la dépression. Ayant vécu dans le strict respect du principe que l'insolvabilité est un péché mortel, Monsieur Garden, ayant fait faillite, n'avait d'autre choix que de mourir. La maison est tout ce qu'il a laissé à sa veuve qui a été obligée de prendre des pensionnaires. Elle est assez contente d'ailleurs d'être devenue logeuse, encore que l'étiquette de son milieu social exige qu'elle prétende en souffrir. La chambre de Faber est au dernier étage, et elle prend jour par une fenêtre mansardée.
Il y habite du lundi au vendredi, et il explique à Madame Garden qu'il va passer ses week-ends chez sa mère, à Erith. En réalité, Faber a une autre logeuse, à Blackheath, qu'il appelle Monsieur Baker. Elle le croit voyageur de commerce pour un fabricant de papier à lettres, et pense qu'il passe toutes ses semaines sur la route. Il pousse sa bicyclette dans l'allée du jardinet sous le regard désapprobateur des hautes et étroites fenêtres de la façade. Il la place dans le hangar et la cadenasse avec la tondeuse. Il est contraire à la loi de laisser un véhicule non cadenassé. Les semences de pommes de terre qui encombrent le sol commencent à germer. Madame Garden a transformé ces massifs fleuris en jardin potager pour contribuer à l'effort de guerre. Faber entre, accroche son chapeau au porte-manteau, après s'être lavé les mains. Elle perdait connaissance presque aussitôt, et quand elle se réveillait, elle était assise dans la salle à manger, là-haut, dans le lourd fauteuil à haut dossier, les jambes et le torse attachés à son siège, lavée, parfumée et habillée. Même ses cheveux fleuraient bon le shampoing, même sa bouche, d'ordinaire pâteuse, et son haleine qu'elle soupçonnait pestilentielle le reste du temps, embaumaient le dentifrice et le menthol. Un feu clair pétillait dans l'âtre, des bougies étaient allumées sur la table de bois sombre qui brillait comme un lac, et un fumet délicieux s'élevait des assiettes. Il y avait toujours de la musique classique qui montait de la chaîne stéréo. Comme un animal conditionné, dès qu'elle entendait la musique, qu'elle voyait la lueur des flammes, qu'elle sentait les vêtements propres sur sa peau, elle se mettait littéralement à saliver. Il faut dire qu'avant de l'endormir et de la sortir de son cachot, il la faisait toujours jeûner pendant 24 heures. Aux douleurs dans son ventre, cependant, elle savait qu'il avait abusé d'elle pendant son sommeil. Au début, cette pensée l'avait remplie d'horreur, et elle avait vomi ses premiers vrais repas dans le seau en se réveillant dans la cave. À présent, cela ne l'atteignait plus. Parfois, il ne disait rien. Parfois, il parlait interminablement, mais elle l'écoutait rarement. Son cerveau avait perdu l'habitude de suivre une conversation. Les mots « musique »,« symphonie »,« orchestre » revenaient cependant comme un leitmotiv dans son discours, ainsi qu'un nom, « malheur ». Depuis combien de temps était-elle enfermée ? Il n'y avait ni jour ni nuit dans sa tombe, car c'était de ça qu'il s'agissait, une tombe, dont, au fond de son cœur, elle avait compris qu'elle ne sortirait jamais vivante. Tout espoir l'avait depuis longtemps désertée. Elle se remémorait le merveilleux, le simple temps où elle était libre, la dernière fois où elle avait ri, reçu des amis, vu ses parents, l'odeur d'un barbecue l'été, la lumière du soir dans les arbres du jardin et les yeux de son fils au coucher du soleil. Des visages, des rires, des jeux. Elle se revoyait faisant l'amour avec des hommes, un en particulier. Cette existence qu'elle avait crue banale et qui était en réalité un miracle. Combien le regret enflait en elle de ne pas l'avoir plus savouré. Elle se rendait compte que même les moments de chagrin, de douleur n'étaient rien en comparaison de cet enfer, de cette non-existence ensevelie dans ce non-lieu, hors du monde. Elle se doutait que quelques mètres seulement de pierre, de ciment et de terre la séparaient de la vraie vie, mais en même temps, des centaines de portes, des kilomètres de couloirs et de grilles n'auraient pu l'en séparer davantage. Pourtant, un jour, la vie et le monde avaient été là, tout près. Pour une raison inconnue, il avait été obligé de la déménager en urgence. Il l'avait habillée à la hâte, lui avait attaché les poignets dans le dos avec des menottes en plastique et lui avait passé un sac de toile sur la tête. Puis, il lui avait fait gravir des marches et elle s'était retrouvée à l'air libre. À l'air libre. Le choc avait failli lui faire perdre la raison. Lorsqu'elle avait senti la tiédeur du soleil sur ses bras nus et ses épaules, deviné sa lumière à travers le sac, respiré l'odeur de la terre et des champs encore humides, le parfum des fourrés en fleurs, entendu le ramdam des oiseaux au lever du soleil, elle avait été près de s'évanouir. Elle avait
tellement pleuré qu'elle avait trempé la toile du sac de ses larmes et de sa morve. Puis il l'avait couchée sur un plancher métallique, et elle avait respiré une odeur de gaz d'échappement et de gasoil à travers la toile. Bien qu'elle fût incapable de crier, il lui avait fourré du coton dans la bouche et du sparadrap par-dessus, par mesure de précaution. Il avait également attaché ses poignets et ses chevilles ensemble, pour éviter qu'elle ne donnât des coups de pied dans la cloison. Elle avait senti la vibration du moteur, et la camionnette s'était mise à cahoter sur un sol inégal avant de rejoindre la route. Quand il avait brutalement accéléré et qu'elle avait entendu de nombreux véhicules les dépasser, elle avait compris qu'il roulait sur une autoroute. Le pire avait été le péage. Elle entendait des voix, de la musique, des bruits de moteur, tout autour d'elle, tout près, juste là, derrière la cloison. Des dizaines d'êtres humains, des femmes, des hommes, des enfants, à quelques centimètres seulement.